actualités autour de la paye, où en sommes-nous aujourd'hui et très rapidement l'ordre du jour des sujets que nous allons aborder. Donc Aptis Cyborg en quelques chiffres pour nous présenter ou nous représenter pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissaient pas encore. Et puis voici les différents sujets que nous allons aborder ce matin. Donc on va parler des bulletins clarifiés, on va parler du CPA et donc de la dématérialisation des bulletins de salaire. On va parler aussi de la paye V9 et des nouveautés, ainsi que de l'évolution des préconisations techniques. La DAS. DAS ou pas DAS cette année, effectivement, pour les entreprises. On verra que cela dépend des contextes. On parlera un peu de DSN et plus particulièrement de la déclaration des assujettissements fiscaux en fin d'année. Et enfin, on fera un état des lieux à date de ce que nous savons du prélèvement à la source. Voilà pour l'ordre du jour. Donc, Aptis Cyborg, qui nous sommes? Nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion depuis une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans maintenant, puisque nous avons fêté nos 30 ans cet été. Nous avons la chance donc de compter 3300 clients qui sont donc en contrat avec nous, dont vous faites partie pour certains. Nous sommes une entreprise qui compte 375 collaborateurs répartis dans 15 régions. Il y en a 2 qui ont été rajoutés là depuis cette slide. On a un site en Angleterre et on a un site à Toulouse. Et puis notre chiffre d'affaires s'était élevé l'année dernière à plus de 48 millions d'euros. Notre métier, c'est autour de 3 axes. Alors, vous conseillez, déployer et accompagner. Alors, conseiller, c'est vous conseiller dans le choix de la meilleure des solutions au regard de vos contraintes, de vos objectifs, de vos besoins. Ensuite, bien entendu, déployer cette solution avec vous conjointement et puis vous accompagner tout au long de la vie de l'utilisation de cette solution, mais éventuellement vous accompagner dans l'évolution de cette solution au fil de l'eau et avec la croissance de votre entreprise. Nos partenaires principaux sont Microsoft et Sage. Aujourd'hui, on parlera un petit peu plus de Sage. Et nous avons aussi, on va en parler d'ailleurs, des alliances technologiques. Donc, nous travaillons aussi avec d'autres éditeurs qui complètent l'offre que nous pouvons vous proposer. Donc voilà pour Aptis Cyborg en quelques lignes. Alors, rentrons dans le vif du sujet des aspects autour de la paye. Donc, les bulletins clarifiés, quelques rappels et quelques précisions peut-être. Tout d'abord, s'agissant du cadre légal. Alors, un certain nombre de décrets et d'arrêtés ont été publiés. Le dernier en date, c'est celui du 9 mai 2017 qui a précisé certains sujets. Ce qui est essentiel quand même à retenir, c'est l'obligation pour janvier 2018 pour toutes les entreprises qui n'étaient pas encore concernées par l'obligation de janvier 2017, c'est-à-dire les entreprises de plus de 300 salariés. Donc, à compter du 1er janvier 2018, les entreprises doivent effectivement mettre en place ce bulletin clarifié. Donc, ce bulletin clarifié, ça veut dire quoi? C'est une nouvelle présentation de la mise en forme du bulletin. Est-ce que c'est plus simple? Pas forcément le débat. En tout cas, la présentation, elle a été effectivement déterminée par décret et ces décrets et ces arrêtés précisent la nouvelle forme du bulletin, les libellés, l'ordre, le regroupement des différentes informations qui vont figurer sur ce nouveau bulletin avec, vous le verrez, des regroupements, des suppressions et des ajouts. Donc, la mention du taux des charges patronales n'est pas obligatoire et le décret donc, du 9 mai précise donc que la mention du taux n'est obligatoire que pour les cotisations et contributions à la charge du salarié. Bref, les choses ont évolué. A priori, on est à peu près sur une version stable actuellement, ou en tout cas pas de nouveaux décrets dans les derniers jours. Donc concrètement, on parle d'éléments regroupés. Effectivement, les cotisations et les contributions sont désormais regroupées en fonction des risques qu'elles couvrent, à savoir la santé, les accidents de travail, les maladies professionnelles, la retraite, la famille et l'assurance chômage.
Donc les autres contributions qui relèvent uniquement de l'employeur sont regroupées en une seule ligne. Donc on retrouve sur le bulletin la notion de risque en gras et majuscule et les sous-risques donc qui sont en minuscules, excusez-moi, et donc pas gras. Donc les regroupements sont présentés de cette façon. Donc, si je mets en parallèle la présentation du bulletin que je vais appeler classique ou traditionnel et le nouveau bulletin clarifié ou simplifié, je constate effectivement qu'en termes de présentation, les choses sont différentes. À gauche, j'avais l'intégralité des rubriques de cotisation qui étaient affichées avec le code qui correspondait à chacune des rubriques. Avec le bulletin clarifié, ce code disparaît bien entendu puisque on n'affiche plus chacune des rubriques, mais un regroupement de ces rubriques. La partie brute, ça ne change pas, si ce n'est que j'ai plus les codes non plus. Et puis le net, bien entendu, ne change pas. Donc voilà une modification de la présentation. Donc on a dit qu'on est sur une présentation regroupée. On a aussi des éléments qui ont été supprimés dans ce bulletin clarifié. Par exemple, la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel elles sont versées, il faut l'enlever. OK, on l'enlève. Et ensuite, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut rajouter. Donc, le coût du travail, qui correspond en fait au salaire brut, plus les contributions versées par l'employeur, le montant des allègements qui sont financés par l'État, et également doit figurer sur le bulletin un renvoi à la mention au site service public qui permettait aux salariés de mieux comprendre leur bulletin de paye. Alors j'ai fait l'exercice de cliquer sur ce lien. Alors je vais être honnête, avant l'été, ça aidait pas beaucoup. Peut-être qu'ils nous ont publié des choses. Enfin en tout cas, ça fait partie des mentions obligatoires. Donc on les rajoute dans la présentation. Donc, si vous voulez avoir plus de détails par rapport à la mise en place de ce bulletin clarifié, on a fait une conférence web, un webinaire dédié en début d'année, dans lequel on reprend les éléments de paramétrage. Donc, on a fait un guide de paramétrage pas à pas. Vous pouvez retrouver ces informations dans ce webinaire. Et puis, si vous ne vous sentez pas autonome pour pouvoir faire ce paramétrage, bien entendu, on est à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de ces bulletins simplifiés. Ce sont des regroupements au niveau du paramétrage. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a un peu de manipulation à réaliser. Et donc, vous contactez le service client qui a d'ailleurs très certainement dû vous solliciter sur le sujet puisque l'échéance de janvier approche quand même rapidement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et puis on reviendra vers vous. Sinon, regardez déjà le webinaire que vous retrouvez sur notre médiathèque. Donc ça, c'était pour la partie bulletin clarifié. Ensuite, étape suivante, on va passer quelques instants sur le CPA. Alors, pourquoi on parle du CPA vous allez comprendre. Le CPA, je vous rappelle que c'est un outil individualisé, individuel, dématérialisé, qui est destiné à aider les actifs dans la construction de leur parcours professionnel. Alors, chaque individu que nous sommes doit créer son propre espace. Donc, c'est la suite du CPF. Donc, si on avait créé le CPF, on retrouve les éléments dans le CPA. Donc, ça a été créé par la loi Rebsamen et c'est opérationnel depuis janvier 2017. Et ce CPA, il regroupe en fait le compte personnel de formation, le compte prévisionnel de pénibilité et le compte d'engagement citoyen. Donc en fait, ce CPA, donc ça c'est le mien, donc j'ai créé mon CPA et on retrouve à l'intérieur l'ensemble des droits aux heures de formation dans chacun de ces compteurs. Et puis, à l'intérieur de ce CPA, je peux aussi, en tant qu'individu et en tant que salarié, trouver des formations qualifiantes et consulter mes bulletins dématérialisés. Alors, ils ne sont pas stockés là-dedans, hein. C'est un lien, on appelle ça un appareillement, qui se fait à l'endroit où les bulletins auront été stockés. Donc du coup, naturellement, on va passer à la suite et au chapitre suivant, qui est la dématérialisation des bulletins. On va parler un peu du contexte et puis des différentes solutions applicatives.
Alors, le contexte, on a dit qu'effectivement, il y avait des évolutions qui ont eu lieu en la matière depuis la loi El Khomri, puisque depuis janvier 2017, l'entreprise, elle peut dématérialiser les bulletins de paye de ses salariés. La grande différence, c'est que auparavant, l'entreprise devait demander l'autorisation aux différentes instances, alors que depuis janvier 2017, l'entreprise a le droit de dire qu'elle choisit ce mode de distribution des bulletins. Donc, toutefois, elle a quand même une obligation, cette entreprise, à partir du moment où elle décide de mettre en place ce type de dispositif, il faut qu'elle informe le salarié, alors un mois avant la première émission des bulletins, qu'elle met en place ce dispositif. Alors le salarié a 3 mois pour refuser éventuellement ce dispositif. Alors il y a une petite subtilité, si la solution que vous choisissez en fait laisse le choix aux salariés d'accepter ou de refuser au moment du premier envoi, du coup, il est admis que vous n'êtes pas obligé d'anticiper l'information de vos collaborateurs. Bon, en tout cas, il faut quand même que les salariés soient informés. Ensuite, bien entendu, du coup, il faut que vous remettiez le bulletin de paye électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité et la confidentialité des données. Donc, ça veut dire qu'il y a un certificat de conformité ou en tout cas une preuve de non-modification de ce fameux bulletin. Et puis aussi, il faut que vous garantissiez la disponibilité du bulletin de paye dématérialisé pendant une durée de 50 ans ou alors jusqu'aux 75 ans du salarié. Et donc, tous ces éléments, on fait le lien avec le CPA puisque l'employeur ou le prestataire qui agit pour le compte de l'employeur, il doit donc garantir l'accessibilité des bulletins de paye émis sous forme électronique par ce service en ligne. Okay. Et en pratique, le titulaire du CPA, il va pouvoir, dans son espace personnel, donc, consulter ces bulletins de paye qui ont été émis sous forme électronique. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont déjà reconnus et accrédités au niveau du CPA. Donc, vous les avez dans la partie gauche de l'écran. Et vous avez un certain nombre d'opérateurs qui seront certainement, enfin très prochainement, reconnus par le CPA. Donc reconnus par le CPA, ça veut dire tout simplement, si on y va, hop, moi j'ai mon CPA ici, ça veut dire tout simplement, alors je vais juste contrôler que vous visualisez bien cet écran, voilà, donc ça c'est mon CPA, et du coup, quand je vais dans mes bulletins de salaire, si mon employeur a pour le coup déposé mes bulletins dans un coffre-fort, eh ben, je vais pouvoir venir chercher mes bulletins dans mes coffres. Ah oui. Alors, je vais pouvoir chercher mes bulletins dans le coffre-fort dans lequel les informations auront été déposées. Hop, voilà. Donc ici, dans mon propre CPA, je vais pouvoir accéder à mon coffre-fort une fois que j'aurai identifié mes opérateurs. Donc ces coffres-forts, soit je crée moi-même mon propre coffre-fort, soit là où les entreprises dans lesquelles je travaille ou j'ai travaillé ont déjà eu des différents coffres-forts électroniques et je viens identifier mon ou mes opérateurs, tout simplement. Je repasse sur la présentation. Donc c'est pour ça qu'on dit en fait que le CPA permet de faire le lien, parce qu'en fait directement dans le CPA, j'identifie les opérateurs qui ont été utilisés pour déposer mon bulletin et du coup j'aurai un lien avec ces opérateurs. Voilà pourquoi on parle de ça. Alors, aujourd'hui chez Apsys Cyborg, on a identifié un certain nombre de solutions sur le marché et on vous présente 4 de ces solutions. C'est à vous après, en fonction de vos contraintes, de vos obligations, de vos choix, d'identifier celle qui correspond le mieux à ce que vous aimeriez mettre en place. Alors, aujourd'hui, chez Apsys Cyborg, on a identifié 4 solutions.
une solution qui s'appelle Sage Dématérialisation RH, qui est donc une solution de l'éditeur Sage et un partenariat avec une société qui s'appelle PeopleDoc. Donc PeopleDoc, si vous aviez été attentif tout à l'heure, ça fait bien partie des sociétés qui sont des opérateurs qui sont reconnus dans le cadre du CPA. On a une autre solution qui s'appelle Paga, de l'éditeur Lucas, et cette solution, elle ne va pas tarder à être effectivement reconnue dans le cadre du CPA. Et ensuite, on a deux autres solutions, une qui s'appelle TAI-PAI, avec une association à Digipost de la Poste, et une autre solution qui s'appelle TED, c'est l'acronyme de traitement et envoi des documents digitaux. Alors, parmi ces 4 solutions, 3 proposent des coffres forts, une n'en propose pas. Ce sont des partis pris des différents éditeurs. Hein. J'essaierai de vous indiquer les choix qui ont été faits. Et puis, donc en tout cas, voilà pour les solutions. Et certaines solutions proposent des coffres forts salariés et entreprises, et d'autres ne proposent pour l'instant que des coffres forts salariés. Alors, dans l'ordre, qui n'est pas très important, hein, c'est pas du mieux au moins bien ou du moins bien au mieux, c'est il fallait bien prendre un ordre. Donc on commence par Sage Dématérialisation RH. De quoi il s'agit? On est sur un service de distribution et de stockage des documents RH. Donc là, la subtilité, c'est qu'on n'est pas uniquement sur la distribution des bulletins. Potentiellement, on peut distribuer plusieurs types de documents. Donc on a vu que c'était l'API Sage plus PeopleDoc. Donc on est sur un espace de stockage entreprise. Donc c'est ce que je disais, on parle bien entendu des bulletins, mais pas uniquement. Alors la création automatique sur la plateforme des salariés se fait automatiquement au moment où je clique sur diffuser les bulletins de mes salariés. Et on est bien sur un espace collaborateur qui accède à ses propres données, mais aussi sur un espace entreprise qui permet à l'entreprise d'organiser et de gérer et de partager ses propres données. Donc on est sur une plateforme moderne et ergonomique, hein, on est sur une solution SaaS. On parle bien de coffre-fort électronique salarié et de coffre-fort entreprise. On est donc en lien direct via le CPA. On est sur une solution donc de l'éditeur Sage. Donc ça veut dire que cette solution Sage Dématérialisation RH, elle ne fonctionnera que avec l'API Sage. Et pour être complètement transparent avec vous, on est en cours d'évaluation aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore fait le tour de l'offre et qu'on n'a pas encore été formé. Mais en tout cas, voilà la solution qui est proposée par Sage aujourd'hui. Donc ça, c'est la première des 4 solutions qu'on peut vous proposer. Ensuite, on a une autre solution qui s'appelle Paga, qui permet de distribuer en ligne au travers d'un intranet les bulletins de paye. Donc là, on est sur une solution de diffusion des bulletins de façon dématérialisée. Donc c'est l'éditeur Lucas qui propose cette solution. Et on est sur un portail de mise à disposition des bulletins, donc sur un intranet. Il y a dans notre médiathèque une petite vidéo qui vous permet de visualiser très simplement comment va fonctionner l'outil. Donc en fait, en tant qu'administrateur, vous avez votre fichier PDF qui est généré par la paye et vous allez le distribuer via Paga, c'est-à-dire qu'en amont, on aura intégré dans la plateforme les collaborateurs avec le nom, le prénom, le matricule, numéro de sécurité sociale et l'adresse mail. Et Paga va être capable de découper le fichier PDF qui aura été généré par la paye et donc ensuite de le distribuer aux collaborateurs, sachant que les collaborateurs pourront après refuser, bien entendu, la réception de ces bulletins de façon dématérialisée. Donc, c'est une solution qui est plutôt simple et rapide à mettre en œuvre,
qui est complètement indépendante de la solution de paye. Quelle que soit la solution de paye que vous avez, vous allez pouvoir utiliser cette solution. Attention, du coup, les bulletins sont accessibles pour le salarié tant qu'il est présent dans l'entreprise. C'est-à-dire que le jour où il quitte la société, il faut qu'il ait anticipé et récupéré ses bulletins. Typiquement, si le salarié a un coffre-fort DigiPost, un iCloud, quelque chose qui lui est propre, peut-être que naturellement, tous les mois, il viendra prendre son bulletin de son portail Paga pour le déposer dans son propre coffre-fort qu'il s'est lui-même constitué. Donc ça, c'était pour la deuxième solution qui s'appelle Paga. Ensuite, on a une troisième solution qui s'appelle TAI-PAI. Et là, on n'est plus sur une solution SaaS. On parle d'une solution on-premise, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à installer sur au moins un des postes, celui qui va distribuer les bulletins. Donc, on installe le petit module et à partir de là, quand on va imprimer les bulletins, en fait, on choisira l'impression et la diffusion des bulletins. On va avoir la possibilité de travailler avec n'importe quelle paye, puisqu'en fait, on travaille en impression, donc que ce soit la paye Sage ou n'importe quelle autre paye, peu importe. Et là, on va pouvoir distribuer les bulletins, soit par mail, soit les déposer dans un coffre-fort DigiPost, voire même rematérialiser le bulletin qui sera envoyé par courrier indirectement avec les services de DigiPost. C'est Maileva, excusez-moi. Donc, cette solution, elle peut permettre aussi d'aller stocker les copies des bulletins, par exemple, sur le réseau de l'entreprise, avec une architecture qui va se construire au fur et à mesure de la diffusion. Donc, on peut très bien dire, les bulletins, ils se stockent dans un répertoire qui est constitué par an et par mois et par numéro de matricule salarié ou par nom et matricule du salarié. Donc tout ça, ça peut se faire de façon concomitante et vous pouvez du coup les archiver en interne. On peut avoir donc un coffre-fort électronique salarié, puisque ce sont les services de DigiPost. Puisque c'est DigiPost, c'est bien accessible via le CPA. Et on peut aussi, dans l'émission, envoyer des pièces jointes au moment où on envoie les éléments. Et donc, on est complètement indépendant de la solution de paie. Donc ça, c'était la troisième solution. La quatrième solution, c'est la solution qui s'appelle TED, traitement et envoi de documents digitaux. Donc là, on est sur un service d'envoi dématérialisé et multicanal des bulletins de paye. Donc là, on parle bien des bulletins, alors éventuellement aussi des pièces jointes d'ailleurs. On est sur une plateforme SaaS, donc ça veut dire qu'on est sur une solution sur laquelle il n'y a rien à installer nulle part, sur aucun poste. La création des salariés se fait automatiquement sur la plateforme de diffusion à partir du fichier PDF dans lequel on a tous les bulletins. Donc on imprime en PDF les bulletins de tous les collaborateurs et ils vont être découpés automatiquement comme par magie. On zone en fait au niveau de la mise en page un certain nombre de données qui nous permettent de découper, que le bulletin fasse 1 page, 2 pages, 3 pages, c'est pas un problème. Sachant que maintenant, avec les bulletins clarifiés, on est quand même sur des, potentiellement plutôt sur des bulletins qui vont faire 1 page que 3. Et donc, on est sur une distribution multicanal automatique en fonction du choix du salarié. C'est-à-dire que là, lorsque vous faites la première émission, vous allez en fait proposer à vos salariés un ou N services que vous avez décidé de mettre en place, soit la distribution via le coffre-fort électronique de DigiPost, soit le mail avec le PDF en pièce jointe, soit éventuellement le courrier, donc rematérialisé, ou alors l'alternative, c'est rien du tout, vous venez chercher le bulletin à mon bureau, et puis c'est la RH qui distribue. Donc, en tout cas, le collaborateur a le choix et c'est lui qui va indiquer comment il souhaite recevoir le bulletin. Il peut changer d'avis à tout moment, donc ça, sans que vous ayez d'action à mener. Et également,
puisque il a le choix, eh ben, il peut très bien commencer par dire non, non, je n'en veux pas et basculer après sur le coffre-fort électronique. Donc on est sur une plateforme moderne et ergonomique. On parle bien de coffre-fort électronique salarié. Parmi les évolutions qui sont prévues sur cette solution, on attend un coffre-fort électronique entreprise, mais ce n'est pas possible pour l'instant. On est bien sur une solution qui est accessible via le CPA, puisqu'on est avec Digipost et que Digipost est reconnu dans le cadre du CPA. On peut bien mettre des pièces jointes au niveau de l'envoi, par exemple, choisir d'adresser les tarifs ou les conditions de la mutuelle à telle population, ou venir rajouter les commissions pour telle ou telle population ou commercial par commercial. On est sur une solution qui est aussi simple et rapide à mettre en œuvre. Le paiement se fait en fonction de la consommation. C'est en fonction de la consommation de chacun des services qu'on va pouvoir payer, tout simplement. Donc, on paie à la consommation. Et on est sur un service qui est complètement indépendant de la solution de paie. Donc, j'ai fait une synthèse, j'espère, qui va vous permettre de visualiser plus clairement les différentes alternatives. Donc, on est vraiment sur 4 solutions différentes avec des spécificités, des avantages et des inconvénients sur chacune potentiellement. Et donc, bien entendu, on peut vous aider à réfléchir. Mais voilà en tout cas les solutions qu'on a référencées nous aujourd'hui. Et on a le sentiment d'avoir un éventail d'alternatives relativement complet par rapport à ce dont une entreprise peut avoir besoin. Alors, il y a des indications de tarifs, mais ce ne sont bien sûr que des indications. Par exemple, j'ai mis des indications par rapport à des tranches de salariés. Donc, bien entendu, on peut travailler ensemble sur l'estimation qui correspond à votre cas particulier. Donc, ça, n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à ça. L'idée, c'était de vous communiquer ces différentes informations. Donc ça, c'était pour la partie dématérialisation des bulletins. J'espère que j'ai clarifié ce sujet et que, en tout cas, vous avez un peu plus de visibilité par rapport à ça. Pour avancer dans notre ordre du jour, on doit parler aujourd'hui de la paye V9. La paye V9, pourquoi? Parce qu'on va en avoir besoin pour la fin de l'année. Donc cette paye V9, elle est sortie le 15 juin. Donc on est aujourd'hui sur la 9.03. Là, on a eu quelques petites mises à jour mineures ces jours-ci. Et puis on va avoir une version 9. Quelque chose qui va nous être proposée d'ici à la fin de l'année. Et on en aura besoin pour la partie légale, à la fois pour la DSN et la DAS, on va y revenir. Il faut faire attention parce que les préconisations techniques, elles évoluent avec ces versions 9. Donc, vous devez, pour ceux d'entre vous qui êtes sur du SQL, préférer SQL 2012 à SQL 2008, même si SQL 2008 R2 reste fonctionnel, on va dire, avec cette paye V9, de même que Windows 2008, mais il faut vraiment que vous anticipiez ces évolutions en termes d'OS et d'environnement et que vous projetiez sur potentiellement une remise à niveau de vos OS parce que sur les versions prochaines, on risque d'avoir des soucis si ça n'a pas été fait. Donc cette V9, très rapidement, on est sur une nouvelle charte graphique, donc avec des codes couleurs un peu différents, en tout cas une homogénéisation par rapport à ce qui existe chez Sage sur la Sensé, par exemple, sur Sage 100, et le fil d'actualité qui est disponible en SQL, qui vous permet d'accéder aux différentes informations que Sage met à votre disposition. Donc ça, c'était pour la charte graphique. Ensuite, Sage met à notre disposition sur cette paye V9 un premier niveau de réponse au traitement en masse des multi-contrats.
alors je parle de multi-contrats successifs, puisqu'on va pouvoir importer ou saisir les données en vue de la génération des DSN. Donc, on est sur une première étape, c'est pas mal. Ça va évoluer dans les prochaines versions, mais en tout cas, voilà sur cette fonctionnalité qui est assez prometteuse. Ensuite, ce qu'on retrouve dans cette V9 aussi, c'est la partie gestion des cotisations établissements dans la DSN. Donc dans la DSN, jusqu'à présent, il fallait saisir à la main les cotisations établissements, même si vous les aviez en paye, elles ne remontaient pas correctement dans la DSN. Donc là, c'est OK avec cette mise à jour. On a bien cette remontée qui se fait correctement. On va pouvoir aussi gérer les assujettissements fiscaux, on va en parler dans un instant. Donc, taxes d'apprentissage, efforts construction, taxes sur les salaires, etc., qu'il convient de déclarer dans la dernière DSN de l'année. Ensuite, on peut maintenant gérer les DSN de type néant. On peut également saisir et ou importer dans SedgeDS la partie actionnariat salarié, alors que ce soit des actions gratuites, les options sur titre, les bons de souscription. Et puis, on a aussi un nouvel état sur les versements par les organismes. Donc voilà, succinctement et rapidement, les éléments qui sont à notre disposition sur cette paye V9. Mais j'insiste sur le fait que de toute façon, pour la fin de l'année, il faudra à minima être sur cette version. Alors, la fin de l'année. La fin de l'année approche. En général, c'est la saison de la DAS. Qu'en est-il cette année? Donc cette année, quelles sont les sociétés qui sont concernées par la DAS? Donc, on retrouve toutes ces informations sur le site DSN Info, hein, bien entendu, sur la rubrique DASU. Si vous avez transmis une DSN phase 3 complète depuis janvier 2017, alors ou décembre 2016, hein, si vous étiez en décalage de paye, complète, ça veut dire les informations qui sont relatives aux organismes complémentaires et bien sûr toutes les données URSSAF, impôts, etc. Donc si vous avez bien transmis des DSN phase 3 complètes et que vous l'avez fait tout au long de l'année 2017, dans le cas, vous êtes bien dans le cadre de la substitution de la DAS et donc normalement vous n'avez pas de DAS à envoyer en janvier 2018 puisque vous avez bien produit vos 12 DSN. Dans les autres cas, il faut absolument que vous vous rapprochiez de vos caisses pour vérifier si ce qu'elles attendent de vous. D'accord ? C'est très important. Cette année, on ne peut pas se substituer à vous pour vous dire si potentiellement vous êtes concerné ou pas de façon certaine. C'est vraiment indispensable que vous fassiez la démarche de vous rapprocher de vos organismes pour vérifier ce qu'ils attendent de vous. Normalement, les organismes doivent prendre contact avec vous pour vous préciser les modalités qui sont attendues, mais vérifiez bien auprès de vos différents organismes si vous avez des doutes. Et on vous incite aussi à bien penser tous les mois à vérifier vos bilans de retour sur le site DSN Info. Pour chacune de vos déclarations, vous devez aller contrôler que le bilan de retour DSN est conforme et que vous avez bien sur ce bilan de retour les informations que vous avez déclarées et que tout est OK. Donc, ça veut dire que la DAS cette année, il va y en avoir potentiellement bien moins que les années précédentes, mais vérifiez, rapprochez-vous de vos organismes pour savoir ce qu'il convient de faire. Et dans certains cas, par exemple, on fera juste une DAS IP, prévoyance, puisque ça peut suffire. Donc ça, c'était pour la partie DADS. Maintenant, on va parler de DSN. Alors, dans la dernière DSN de l'année, il va falloir déclarer les assujettissements fiscaux. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il faut l'alimenter, ce bloc 44 de la DSN, sur la dernière DSN de l'année. Alors, novembre ou décembre, selon que vous êtes ou pas en décalage de paye, et éventuellement à n'importe quel moment en cas de cessation d'activité.
Donc, dans cette DSN, il va falloir que vous déclariez les assiettes cumulées sur l'année pour chaque assujettissement et il faudra aussi indiquer si l'établissement est assujetti ou pas. Donc, pour ce faire, concrètement, j'insiste, hein, mais vous devez absolument être équipé des dernières versions de paye, donc à minima la 9.03 et la version Sage DS 8.01 ou les versions supérieures, bien entendu. Il faudra paramétrer une nouvelle variable qui s'appelle DSN assujettissement fiscal et donc venir rattacher à cette variable les rubriques de cotisation concernées. J'ai envie de croire que vous avez maintenant, que vous êtes maintenant familier avec le mode de fonctionnement des variables et le lien entre les variables et les rubriques pour pouvoir retrouver les éléments dans vos DSN. Et il faudra aussi venir indiquer si l'établissement est assujetti ou pas. Donc, pour pouvoir faire tous ces paramétrages, on a considéré qu'il n'était pas forcément nécessaire de vous proposer un accompagnement avec un consultant sur site ou à distance. Donc, on a réalisé un guide de paramétrage. Ce guide de paramétrage, il part, enfin, on ne vous envoie pas le guide à tous parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait. On vous envoie aujourd'hui un emailing avec un lien de téléchargement qui vous permettra de récupérer ce guide de paramétrage. D'accord? Donc, vous allez avoir l'ensemble des éléments. Bien entendu, si s'il est prévu qu'on intervienne chez vous dans le cadre de la DAS, dans le cadre des bulletins clarifiés, on pourra vous donner un petit coup de main, mais vous avez déjà vraiment tout le guide et toutes les indications qui sont à votre disposition dans ce document. Et s'agissant de la mise à jour, pardon d'insister, mais c'est important. Si il est prévu qu'on intervienne d'ici la fin de l'année pour pouvoir faire cette mise à jour, bah, vous aurez donc bien la version qui vous permettra de faire votre déclaration d'assujettissement fiscaux dans le cadre de votre DSN, mais vérifiez quand même que les dates de planification prévues correspondent bien à vos dates d'échéance DSN. D'accord? Sinon, vous nous appelez et on verra comment on va s'organiser. D'accord? Donc, en tout cas, pour pouvoir déclarer ces assujettissements fiscaux en DSN, il faut absolument être sur la dernière version. Donc, si vous faites une DAS parce que vous n'avez pas fait les 12 DSN, ben, on mettra les assujettissements fiscaux dans la DAS. En revanche, si vous avez fait vos DSN complètes en phase 3 depuis janvier 2017, il faut bien mettre les assujettissements fiscaux dans la DSN. Alors, il y a une tolérance cette année pour la déclaration de ces assujettissements fiscaux. Ça peut être fait sur la DSN de janvier et ça peut aussi être fait sur la DSN de février. Donc voilà, il y a une tolérance, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde fasse pareil. Mais sur le site DSN Info, il est indiqué qu'il y avait exceptionnellement cette année une tolérance pour la déclaration de la DSN de janvier 2018 et non pas celle de décembre. Donc voilà pour cette partie des assujettissements fiscaux en DSN. On fera un focus au mois de novembre ou d'octobre, me semble-t-il. Je vais vous le redire dans 2 ou 3 minutes. On fera un focus dédié sur cet assujettissement fiscal et sur les modalités de déclaration et on déroulera ensemble le guide pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. Dernier sujet à aborder ce matin, le prélèvement à la source, le PAS. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, en fait, c'est pas bien clair. Alors, vous savez que en fait, les décrets sont publiés et que sur un plan purement législatif, on a bien sur une loi qui est applicable au 1er janvier 2018. Donc, du coup, on aurait dû avoir dès septembre 2017 un flux entrant en DSN qui aurait indiqué à l'entreprise le taux d'imposition applicable pour chaque salarié, ce qui aurait donc nécessité l'aménagement des bulletins pour le calcul et la présentation de ces nouvelles données, avec forcément donc l'impact sur les bulletins salariés. Et il aurait fallu aussi ajouter
ces données dans la DSN. Ce n'est qu'une question de temps potentiellement, mais ça risque quand même de nous arriver, puisque le nouveau gouvernement, certes, a confirmé un report d'application au 1er janvier 2019. En parallèle, il a demandé la réalisation d'un audit qui doit mesurer la faisabilité dans des conditions optimales ou pas, donc dans ces conditions-là, de ce prélèvement à la source. Aujourd'hui, les conclusions de cet audit n'ont toujours pas été rendues publiques. Donc, on n'en sait rien concrètement. On ne sait pas si les conditions qui avaient été imaginées pour la mise en œuvre en janvier 2018 vont être les mêmes pour janvier 2019. On ne sait pas grand-chose. On sait quand même qu'il va y avoir forcément une communication qui sera faite avec la loi de finances là, fin octobre, mi-octobre, avant la fin de l'année en tout cas. Il y aura forcément une communication sur le sujet pour qu'on puisse avoir un peu plus de précision. Donc, on attend bien entendu cette communication officielle. Bien entendu, Sage a commencé à travailler sur ce sujet avec les éléments qui avaient déjà été communiqués. Et donc, si le calendrier et la mesure sont confirmés, on devrait pouvoir travailler avec des pilotes à compter du deuxième trimestre 2018. Donc, pardon pour cet emploi de conditionnel, mais tant qu'on n'a pas les conclusions et la loi de finances, pour l'instant, on n'a pas de visibilité en termes de date de mise à disposition de cette nouvelle mode de déclaration. Pardon. Ce qui est certain, c'est que potentiellement, ça risque effectivement d'avoir des impacts au niveau de l'entreprise et que nécessairement, il va falloir encore amener des modifications au niveau des mises à jour, des paramétrages, etc. et du flux DSN, puisqu'on est sur un échange de flux au niveau de la DSN. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin au niveau de ces différents sujets. Ce qu'il me semblait aussi important de vous signaler, c'est qu'on a un certain nombre d'événements d'ici à la fin de l'année. Donc on a cet après-midi, on va parler de Sage Sensé. Donc c'est la solution pour les PME de gestion, comptabilité, production, etc. Donc c'est la V2 qui sort à la fin du mois. Le 19 octobre, on aura la présentation de la solution TED dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si cette date vous convient, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, sinon, on pourra vous organiser une présentation individuelle. Toutes les invitations et tous les liens, vous les retrouvez sur notre site. Ensuite, le 16 novembre, voilà, c'est bien ça, c'est le 16 novembre, on va faire un focus sur la DSN et les assujettissements fiscaux, et également sur Sage BI Reporting pour la solution Sage Sensé. Et enfin, à nouveau, en décembre, les nouveautés de la Sensé V2. Donc voilà les différents sujets qu'on va vous proposer sur nos prochains événements.